Si vous vivez à Rome, vivez à la romaine. Si vous vivez ailleurs, vivez selon la coutume locale. Ce proverbe montre combien les us et coutumes sont différents d'un peuple à l'autre. Nous remarquons que, lorsque le soleil accélère sa course au tropique du Cancer, l'air s'échauffe de plus en plus, et l'été, les habitants des pays nordiques boivent davantage de vin et sont plus enclins à la colère. Le climat appelé Diaboristhénès, qui se situe au niveau de l'Allemagne, de la Belgique et de l'Angleterre, est dominé par la Lune. Il arrive que les personnes qui sont soumises à ce climat soient plus que d'autres enclines à la boisson et à l'ivresse. Les habitants de ce parallèle sont fainéants et pas aussi vifs que ceux des autres régions. Le flegme de leur esprit animal, qui les rend obtus, a besoin d'être stimulé et aiguisé par le vin. Oui. Bon, on a beau s'appeler Robert Flood, je trouve quand même qu'il pousse un peu le bouchon. Alors, je ne dis pas qu'à Liège on ne boit que de l'eau, même si on a toutes les raisons d'être fiers de celle qui coule de source à Spaille à Champfontaine. Mais simplement, on aime bien faire la fête, c'est tout. D'ailleurs, vous connaissez les paroles de la chanson d'Enrico Macias. Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Notre personnage emblématique, à Liège, c'est Tchantché. C'est un géant, toujours accompagné de son épouse Nanès, quand il parcourt les rues de la ville pour faire la fête à la moindre occasion au milieu d'une population en liesse. C'est un drôle de nom, Tchantché, c'est ce que vous devez sans doute penser. Le plus probable est qu'il viendrait du flamand Jantje, qui veut dire petit Jean, et qui se serait prononcé Jantché à la wallonne. Il faut se souvenir que Liège était au 8e siècle un petit village appartenant à l'évêché de Tongres-Maastricht en pays de langue flamande. S'appeler Petit Jean, quand on mesure près de 7 mètres de haut, cela peut paraître surréaliste, mais peut-être pas autant qu'on pourrait le penser. Partout sous nos latitudes ou sous nos climats, comme les appelle Robert Flood, on trouve des géants dans les traditions folkloriques de beaucoup de grandes villes. Selon certains historiens de la tradition, la dénomination Petit Jean pourrait être une altération de Petit Géant et trouver une origine traditionnelle, très lointaine, dans des contrées jadis situées beaucoup plus à l'ouest, chez des gens qui vivaient sur les terres émergées de l'actuel océan Atlantique et qui étaient, eux, d'authentiques grands géants. Chacun se fera bien sûr son opinion à ce sujet. Bien qu'il soit très fier de son pays, Tchantché ne se laisse pas vraiment impressionner par les titres et les couronnes, même s'il est un tout petit peu sensible à la gloriole. Mais on ne lui en voudra pas, parce qu'il est courageux, déterminé et assoiffé de liberté. Et c'est pour toutes ces qualités que le bon peuple de Liège le porte si haut dans son cœur et le lui fait bien comprendre, surtout pendant les fêtes du 15 août dans le quartier d'Outremeuse. Il porte le costume typique des ouvriers de la fin du XIXe siècle, avec le pantalon à carreaux noirs et blancs, le sarrau bleu, le foulard rouge et la casquette noire. Il arbore aussi le nez rouge du buveur de Péquet, le traditionnel genièvre local dont il est un grand amateur, comme tous les Liégeois. Au clapant Péquet. Au vu te dit quoi de son père, on ne veut maille quoi de jasseux. Mais attention, à la maison, c'est sa femme, Nanès, qui porte la culotte, et son fêtard de mari n'a qu'à bien se tenir s'il ne veut pas tâter de la poêle à frire, un ustensile qui ne sert pas qu'à faire la cuisine. Alors maintenant, j'aimerais vous raconter, en quelques mots, l'histoire de ma bonne ville de Liège, pour évoquer les grandes heures, heureuses ou malheureuses, de ce qui a été pendant 8 siècles la principauté de Liège. L'origine de la cité remonte au VIe siècle, lorsque Monulfe de Maastricht, évêque de Tongres, qui se rendait de Dinan à Maastricht, s'arrêta dans un vallon où se trouvaient quelques chaumières construites sur le bord d'un ruisseau appelé la Légia.
Surpris par le paysage pittoresque qu'il apercevait de toutes parts, il s'écria « Ceci est la place que Dieu a choisie pour le salut d'un grand nombre. C'est ici que doit s'élever plus tard une ville puissante. Nous y ferons nous-mêmes bâtir un petit oratoire en l'honneur de Saint Cosme et de Saint Damien. » Oui, il avait déjà l'accent. La prédiction de l'évêque ne tarda pas à s'accomplir, car nombreux furent les fidèles qui vinrent s'établir autour de la chapelle, et leur nombre grandit encore sous l'autorité épiscopale de l'évêque Lambert de Maastricht, qui se retirait souvent à Liège afin de s'y livrer à des exercices de piété. L'évêque Lambert est resté dans la mémoire des Liégeois comme une figure emblématique de leur histoire, une personne humaine, aimante et charismatique. Cette popularité ne portera malheureusement pas chance à Saint-Lambert, puisqu'il sera assassiné en l'an 705 à la suite d'un acte de vengeance politique perpétré par un haut fonctionnaire de l'État. Pour lui succéder, ce sera l'évêque Hubert de Liège, le célèbre Saint Hubert, qui sera installé à la tête du diocèse de Tongres-Maastricht. Il établira sans tarder une église dédiée à Notre-Dame sur les lieux de l'assassinat de son prédécesseur et y fera transférer ses reliques. C'est pour cette raison que Saint Hubert est considéré par le peuple et par l'Église comme le premier patron, évêque et fondateur de la ville de Liège. La véritable histoire de Liège, cependant, commence au Xe siècle, avec un personnage auquel la ville devra son rayonnement et sa prospérité pendant plus de 800 ans. Il s'agit de Notger, né en l'an 930, dans une famille noble de Souabe. Sa grande intelligence et sa prestigieuse instruction le font remarquer par Othon Ier, fondateur et premier empereur du Saint-Empire romain germanique, qui le nomme évêque de Liège en 972. 13 ans plus tard, son diocèse devient une principauté épiscopale. D'évêque de Liège qu'il était, il devient prince-évêque, l'empereur Othon lui accordant le droit d'exercer une autorité temporelle s'ajoutant à son pouvoir spirituel. Les 4 premiers siècles de l'histoire de la principauté sont surtout marqués par le développement économique, politique et militaire, comme partout ailleurs dans les villes d'Europe. La prospérité est au rendez-vous, mais Liège n'échappant pas à la règle, le fossé ne tarde pas à se creuser entre les riches et puissants, qu'on appelle les grands, et les plus démunis, surnommés les petits. C'est tout dit les petits qu'on se prache. Eh oui, Tchanché. La crise éclate au XIVe siècle, dans la nuit du 3 au 4 août 1312. Les petits boutent le feu à la tour de la collégiale Saint-Martin où s'étaient réfugiés les grands. Cette tragédie va amener une nouvelle forme d'organisation des métiers de l'artisanat, le corporatisme. Le prince-évêque voit son pouvoir battu en brèche par ce mouvement de fond qui l'oblige à promulguer la première constitution politique de la nation liégeoise, la paix de Fex. Cette charte constitutionnelle, signée le 18 juin 1316 à Fex-le-Haut-Clocher, tient tout entière dans 2 dispositions essentielles. La première, voulant que le pouvoir législatif appartienne à une assemblée où se retrouve la noblesse, le clergé et la bourgeoisie, et la seconde, garantissant aux citoyens une bonne justice et la protection des libertés individuelles. La paix de Fex restera la base constitutionnelle du pays de Liège jusqu'en 1795. Et il est à noter qu'elle aura été signée 4 siècles avant la Révolution française. Si le XIVe siècle a été un grand cru pour la principauté de Liège, on ne peut pas en dire autant du XVe, qui sera un siècle de malheur pour ses habitants, principalement à cause des ambitions expansionnistes des ducs de Bourgogne. Il faut se représenter la carte de l'Europe occidentale telle qu'elle était depuis le traité de Verdun, quand a été acté le partage de la Lotharingie entre les 3 fils de Lothaire à la mort de leur père en 855. Au XIVe et XVe siècle, à la suite de cet ancien partage, les ducs de Bourgogne héritent les provinces des Pays-Bas bourguignons. Mais au XVe siècle, malheureusement pour les Liégeois, le duché du Luxembourg vient s'ajouter aux possessions bourguignonnes. Comme il est situé à l'est,
Il est séparé géographiquement des autres États de Bourgogne par la principauté de Liège, territoire souverain. C'est pour cette raison que toute la politique des ducs de Bourgogne, à partir de là, va consister à tenter d'imposer leur hégémonie sur la principauté afin de créer un État bourguignon unitaire entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Ce projet du Téméraire a forcément de nombreux opposants internes à la principauté, mais aussi externes, à commencer par le roi de France, Louis XI, ennemi juré du duc, qui encourage les Liégeois à se révolter contre lui. Trois guerres vont ravager Liège entre 1465 et 1468. En octobre de cette année-là, l'évêque choisit de fuir la cité épiscopale, mais il est rattrapé par les Liégeois qui le ramènent de force. Furieux, Charles le Téméraire décide non seulement de venir à Liège pour ramener l'ordre, mais il contraint Louis XI à l'accompagner pour lui servir de témoin et surtout pour l'humilier. Vous avez fait révolter les Liégeois. Vous verrez les résultats de votre politique. Je veux que vous me suiviez devant la ville rebelle et que vous soyez témoin du châtiment que je leur inflige. Cela vous donnera peut-être quelques remords. Va-t-y t'y faire Reggie. Il pèse que c'est lui qui a pillé le mousse. Calme-toi, Tchantché. C'est lors de ces événements qu'éclate une des guerres liégeoises les plus connues que l'histoire retiendra, sous le nom des 600 Franchimontois. 600 hommes, originaires du pays de Franchimont, tentèrent de surprendre Louis XI et Charles le Téméraire qui assiégeaient la ville. Ils pénétrèrent dans le camp des Bourguignons et parvinrent jusqu'au quartier du duc, qui eut beaucoup de peine à leur échapper et eût été fait prisonnier, lui et le roi, sans les gentilshommes accourus à leur secours. Les Franchimontois furent taillés en pièces jusqu'au dernier. En représailles, Charles le Téméraire s'empara de Liège, la pilla et y alluma un incendie qui durera 7 semaines. Il dira « Qu'on ne me parle pas de pardon. Maître par le droit de la guerre, de la vie et des biens de cette race de rebelles, je puis les châtier à plaisir. » Mol biesti, mais cugni, baraki de kermesse. Dis maintenant, ça suffit, Tchantché, il y a du monde. À peine 2 ans plus tard, ce sera la fin de la domination bourguignonne, puisque Charles le Téméraire sera tué en 1477 dans la bataille de Nancy. T'es tout mis ce Noël, fait. C'est ben fait pas de gueule. Tchantché! Il sera remplacé par sa fille de 19 ans, Marie de Bourgogne, immédiatement forcée par la France d'abandonner les politiques centralisatrices de son père et de son grand-père. Elle renoncera à tous ses droits sur la principauté de Liège le 19 mars 1477. 300 ans de relative tranquillité ont permis à la principauté de Liège de reconstruire son identité et sa prospérité, mais les événements du XVIIIe siècle vont la replonger dans la tourmente. Outre la guerre que les Français ont déclarée aux Autrichiens au début de 1744, la fin du siècle est évidemment marquée par les révolutions. En 1789, la Révolution française et la Révolution liégeoise éclatent en même temps que la Révolution brabançonne, qui donne naissance aux États belgiques unis. C'est dans ce contexte politique chahuté que verra le jour, en 1790, le chant patriotique le plus célèbre de la principauté de Liège, le Valeureux liégeois, dont voici les premières paroles. L'existence de la principauté de Liège se termine dans le sang,
entre 1789 et 1795. Au sortir de la Révolution liégeoise, le 1er octobre 1795, le Directoire décrète l'annexion de la principauté de Liège à la Première République française. En 1830, la Révolution belge éclate à Bruxelles et des volontaires venus de tout le pays se battent sur les barricades pour chasser les Hollandais et participer à la libération de la Belgique. À partir de ce moment-là, Liège fait partie du Royaume de Belgique. Que subsiste-t-il de nos jours de cette longue histoire? Et comment définir le Liège d'aujourd'hui? Si vous avez le projet de découvrir la ville, son patrimoine et sa population, vous serez conquis par sa beauté et son art de vivre, ainsi que par le caractère joyeux et accueillant de ses habitants, qui se présenteront à vous sous leurs traits bienveillants de bons compagnons, coutumiers de la fête, amoureux de la vie et jaloux de leur liberté. La périphrase le plus souvent utilisée lorsqu'on veut parler de la ville de Liège est la cité ardente, telle que décrite dans un roman chevaleresque évoquant le sac de la ville de Liège par Charles le Téméraire en 1468. Elle est appelée aussi la cité des princes-évêques en raison de l'ancienne principauté épiscopale au cœur de laquelle elle s'est inscrite pendant 8 siècles. On dit d'elle qu'elle est fille de l'Église romaine, comme le proclame une inscription gravée sur le linteau du portail de la cathédrale Saint-Paul. En raison des grands liens d'amitié tissés avec la France depuis la Révolution, et parce que Liège a été la première ville étrangère à recevoir la Légion d'honneur, elle est parfois appelée le Petit Paris ou la Petite France des bords de Meuse, selon les mots de Jules Michelet, ou encore un petit coin de France perdu en Belgique, d'après Alexandre Dumas. Enfin, Liège est aussi surnommée l'Athènes du Nord, en raison des nombreuses écoles qui ont fait sa renommée dans toute l'Europe du Moyen-Âge. Est-ce pour toutes ces raisons que l'on dit des Liégeois qu'ils ont l'esprit principautaire? On n'osera pas dire que c'est faux, mais ils sont simplement fiers de leur passé, d'un passé qui leur a été imposé par le jeu des influences politiques ayant marqué l'histoire européenne depuis 1000 ans. De nos jours, la cité ardente se décline selon 2 axes de découverte: la diversité des richesses culturelles et la convivialité d'une population profondément accueillante. Le quartier le plus populaire de Liège et l'un des plus anciens est sans aucun doute celui d'Outremeuse, situé sur la rive droite du fleuve. C'est à l'occasion des festivités annuelles du 15 août qu'il est le plus animé, lorsque Tchantché et ses comparses parcourent les rues sous les vivas d'une foule débridée qui continue le combat jusque tard dans la nuit. Mais il fait bon s'y promener en toute saison, et en particulier dans la rue en Roture, le véritable cœur du quartier d'Outremeuse, où l'on trouve une enfilade de petites façades coquettes abritant restaurants, cafés et bars musicaux. Au-delà de son intérêt touristique, Outremeuse est surtout célèbre pour les personnalités qui lui sont attachées. L'enfant chéri du pays est évidemment l'écrivain Georges Simenon, né à Liège le 13 février 1903. C'est en Outremeuse que le petit Georges a vécu les premières années de sa vie. Et un buste en son honneur a été érigé non loin de la maison de son enfance, sur la place du Congrès. S'il a passé sa jeunesse en Outremeuse, c'est pourtant sur la rive gauche du fleuve que Georges Simenon est né, au numéro 24 de la rue Léopold. Il suffit pour s'y rendre de franchir le pont des Arches. L'espace piétonnier qui s'étend juste en face a été baptisé place du commissaire Maigret. La particularité amusante de ce lieu est qu'il est possible d'y faire un selfie assis sur un banc de pierre à côté du célèbre policier, sculpté grandeur nature et en bronze, sous les traits de Georges Simenon lui-même. Les attraits touristiques de la ville ne se limitent évidemment pas au seul quartier populaire d'Outremeuse. La rive gauche présente des richesses culturelles incontournables qui se découvrent au départ de la vieille ville. La place Saint-Lambert est le berceau historique de la cité ardente,
parce que c'est là que l'évêque Lambert a été assassiné vers l'an 705 et qu'une cathédrale lui a été dédiée, malheureusement détruite à la Révolution liégeoise. Le patrimoine religieux de la cité aux 100 clochers, jadis très riche avant le passage des révolutionnaires, compte aujourd'hui une cathédrale, une basilique, 4 collégiales, 53 églises, une paroisse et 4 chapelles, parmi lesquelles de vrais trésors sont à découvrir. La cathédrale Saint-Paul est un édifice remarquable qui mérite une visite, en particulier pour son trésor qui contient, entre autres objets, un buste reliquaire de Saint-Lambert en vermeil du XVIe siècle. Il se dresse sur un socle ouvragé où sont richement illustrées des scènes de la vie du saint. Détail insolite, ce reliquaire est ouvert tous les 50 ans afin de vérifier si le crâne du bon Saint-Lambert est toujours intact. Un autre reliquaire plus récent, celui-là, représente le duc Charles le Téméraire en compagnie de Saint Georges, dont on dit que le visage est identique à celui du duc. Chacun se fera son idée, mais on retiendra que cette très belle pièce en or rehaussée d'émaux et de vermeil a été offerte en 1471 par Charles le Téméraire lui-même. On ne devrait certainement pas quitter la cathédrale sans avoir admiré une sculpture de toute beauté en marbre blanc due à l'artiste belge Guillaume Geefs. Cette œuvre religieuse, installée dans une niche ouverte au pied de la chaire, accessible par 2 escaliers sculptés, représente un homme d'une beauté classique dans sa perfection physique. Il est enchaîné, assis et presque nu, un drap couvrant ses cuisses. Cette figure impressionnante est connue sous le nom de « ange déchu » ou « génie du mal », les Anglais l'appelant le Lucifer de Liège. Outre la cathédrale Saint-Paul, c'est l'église Saint-Jacques qui mérite toute l'attention du visiteur. Le saint vénéré ici est l'apôtre Saint-Jacques le Mineur ou Jacques d'Alphée et non Jacques le Majeur, frère de l'apôtre Jean. Il s'agit d'un édifice de style gothique flamboyant qui saisit le visiteur par sa somptueuse décoration architecturale, en particulier les voûtes de la nef et leurs portraits, peints en médaillons. Le chœur a reçu une décoration de style ogival flamboyant et s'orne de vitraux du XVIe siècle offerts par les grandes familles de la ville. J'aimerais maintenant que nous quittions le centre-ville pour partir à la découverte de ce qu'on appelle plus généralement le pays de Liège. Il n'est évidemment pas possible de tout voir. Je mentionnerai seulement un monument tout à fait singulier, unique en son genre, qui n'est pas sans rappeler dans l'intention de son créateur le palais idéal du facteur cheval dans le département de la Drôme. Il s'agit de la tour d'Ebenezer, située à quelques kilomètres au nord de Liège. Cette construction fut édifiée entre 1950 et 1965 par un certain Robert Garcet, qui entreprit tout seul de l'ériger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en témoignage de paix. Les proportions de la tour s'inspirent de celles de la Nouvelle-Jérusalem, selon la description donnée par saint Jean. 4 créatures ailées, tout droit sorties d'une mythologie fantastique, toisent le visiteur à 33 mètres de hauteur depuis les 4 angles, et les murs intérieurs sont entièrement recouverts d'une immense fresque où on évolue entre apocalypse, monde angélique, évocation guerrière et figures monstrueuses. Après une longue succession de marches, on parvient sur la plateforme où l'on découvre les décorations qui ornent les remparts ainsi qu'une superbe vue sur la vallée. Pour en terminer avec les curiosités culturelles, et avant d'en venir à des considérations plus festives, je souhaite attirer votre attention sur une production artisanale
qui fait la fierté de l'ancienne principauté de Liège partout dans le monde. Il s'agit des cristalleries du Val-Saint-Lambert. Au début du XIIIe siècle, le prince-évêque de Liège fait don aux moines cisterciens de ces terres situées au lieu dit Champ des Morts, où ils édifieront une église et des bâtiments monastiques qui deviendront l'abbaye du Val-Saint-Lambert. Le sol se révélera plus tard propice à l'activité cristallière parce que le combustible charbonneux y est abondant, que plusieurs carrières de calcaire existent à proximité et que cette région à vocation métallurgique permet de se procurer facilement le plomb nécessaire à la fabrication du cristal. En 1826, un artisan verrier du nom de François Kemlin participe à la création d'une cristallerie sur le site de l'ancienne abbaye et commence à écrire l'histoire des cristalleries du Val-Saint-Lambert qui acquerront en quelques décennies une renommée mondiale allant de pair avec une production intense et de grande qualité. L'année 2026 marquera le bicentenaire de la fondation des cristalleries du Val-Saint-Lambert. Et c'est vraiment tout le bien qu'on leur souhaite. Terre de terroir et de tradition, la province de Liège place la gastronomie parmi ses atouts majeurs. La cité ardente est un paradis pour tous les gourmands, et je ne peux donc pas vous laisser ignorer les produits de bouche qui font sa réputation. Un des produits phares du paysage gourmand liégeois est le sirop de Liège. Il s'agit d'une sorte de mélasse issue de la cuisson de jus de pommes et de poires, certains fabricants y ajoutant aussi des dattes. Plusieurs heures après réduction, on obtient une pâte brune très foncée, légèrement translucide, qui entre dans la composition de diverses préparations auxquelles elle procure une saveur douce et fruitée. On peut l'utiliser comme pâte à tartiner, en accompagnement de fromage ou pour la confection de sauces, comme dans les boulets à la liégeoise ou les carbonades flamandes. Un des compléments les plus courants du sirop de Liège est le fromage de Herve, autre fleuron de la table liégeoise. Il s'agit d'un fromage à pâte molle et à croûte lavée, obtenu à partir de lait de vache et affiné suivant les procédés en usage dans la région de Herve. C'est certainement le fromage le plus facilement reconnaissable du pays, parce qu'il a une tendance affirmée à imposer sa personnalité aux narines et à parfumer les frigos longtemps après son passage. Une fois en bouche cependant, il surprend toujours par son extrême saveur et sa texture riche et onctueuse. Préparation incontournable et véritable institution des tables liégeoises, le boulet à la liégeoise ou boulet chasseur est une spécialité culinaire traditionnelle qu'il est impossible d'ignorer si on pousse la porte d'un restaurant liégeois. Il s'agit d'une préparation à base de hachis de viande, de porc et de veau ou de bœuf, mis de pain, oignons et persil, doré à la poêle, et puis cuite à feu doux dans une sauce aigre-douce à base d'oignons, vinaigre, sirop de Liège, cassonade et raisin de Corinthe. Au rayon des plaisirs sucrés, la pâtisserie liégeoise par excellence, c'est le laquement, une spécialité que l'on doit à Désiré Smits, alias Désiré de Lille, né à Liège le 12 février 1885. En 1903, il met au point une fine gaufrette souple, confectionnée à base de froment, coupée en deux sur son épaisseur, fourrée et nappée de sirop du sucre candi parfumé à la fleur d'oranger. Il décide de l'appeler Laquement en hommage à Berthe Laquement, qui fut sa première employeuse à Lille dans sa jeunesse. Contrairement à la gaufre fourrée lilloise, la composition sirupeuse qui accompagne la gaufrette de Désiré Smits n'est pas de la vergeoise. Sa recette reste confidentielle de père en fils et les descendants de Désiré Smits continuent encore aujourd'hui à la commercialiser en magasin et sur les foires, comme à la foire d'octobre de Liège, où beaucoup d'amateurs aiment l'accompagner d'un verre de péquet ou deux. Le péquet est le nom wallon donné au genièvre dans la région liégeoise. Il signifie piquant en vieux patois. Selon d'autres sources, il proviendrait du mot wallon pec, qui dans certaines régions signifie baie de genévrier, et se serait alors transposé à l'eau de vie aromatisée à l'aide de ces baies.
D'une façon générale, le Péquet est un alcool de grain distillé dans la région Mosane de Maastricht à Namur. Il est parfois appelé blanc et accolé au nom de la boisson généralement non alcoolisée avec laquelle il est mélangé, par exemple blanc coca lorsqu'on y ajoute du cola. Et pour les amateurs de plaisir raffiné, il peut aussi se savourer flambé. Il y aurait encore tant à dire sur mon beau pays de Liège. Le temps me manque. Mais peut-être que ce que j'ai pu vous montrer vous aura permis de mieux connaître la cité ardente et de vous en faire une image mieux documentée pour, peut-être, vous donner l'envie de la découvrir davantage et d'y revenir très vite. Sa position centrale aux confins de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Flandre, du Grand-Duché de Luxembourg et de la France offre beaucoup de possibilités de rayonnement touristique, en voiture ou en train à grande vitesse. À ce sujet, je n'ai pas évoqué la gare de Liège-Guillemins, qui est la station ferroviaire de la ville. L'édifice a été imaginé par le célèbre architecte catalan Santiago Calatrava, une des grandes personnalités de ce monde à laquelle chacun s'accorde à reconnaître du génie. Nous ne faisons certainement pas exception à Liège, puisqu'il nous a dédié une de ses œuvres. Ouais, mais il a quand même un grand défaut, hein? Quoi, Tchantché? Il n'est pas liégeois.